De retour sur le plateau, la matinale 6-9 de Gabon 24. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Bonjour particulier à Kevin Mavungu, Georges Cholina, Bibalou, Habib Munganga, Eulédia Mangadi, Bertrand Douga et Anthony Neres qui sont avec nous sur le live. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de l'invité plateau qui a été déplacé à 9h. Et nous recevons aujourd'hui M. Mathurin Ovono Ebé, enseignant-chercheur à l'UOB, syndicaliste du SNEC. Nous parlons donc de l'éducation entre grève, attentes sociales et avenir de la jeunesse. Bonjour, monsieur Ebé. Madame, bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Donc, une grève persiste depuis un bon bout de temps. Après revendication des enseignants, les autorités ont annoncé la mise en solde de 328 sortants de l'ENS, de l'ENSED, la mise en pré-salaire de 692 sortants des écoles ENIL et ENIF, la mise en pré-salaire de 108 enseignants de matière scientifique et celle de 1810 enseignants jusque-là qualifiés de bénévoles. Parallèlement, 4000 situations administratives doivent être régularisées sur un total de 6574 dossiers codifiés à la fonction publique. Donc tout cela doit progressivement être mis en place à partir de février. Mais la réaction des enseignants n'a pas été celle attendue. Ils disent non, sans effet solde, nous ne reprenons pas les cours, alors que les autorités attendent qu'ils reprennent les cours. Donc ça devait être fait depuis hier, lundi, mais ce n'a pas été le cas. Pour vous, est-ce que cette réaction des enseignants, elle est légitime? Défendre les intérêts est une réaction légitime. D'accord. Mais être jusqu'au boutiste, je veux dire dans la pratique syndicale, ça ne l'est pas. Ce que je voudrais expliquer ici, c'est que la mise en solde attendue par les collègues, parce que ce sont mes collègues, aurait pu être effective si les négociations entre les collègues et le gouvernement avaient eu lieu avant le 8 janvier. Voyez-vous, or nous savons tous, et mes collègues y compris, nous savons tous que les salaires se calculent jusqu'au 8 janvier, jusqu'au 8 du mois. Donc, étant entendu que la date du 8 était déjà passée, il n'était pas possible d'avoir effet solde à la fin du mois de janvier. Donc, ce qui serait raisonnable de la part des collègues, que je soutiens d'ailleurs, parce que nécessairement, lorsqu'on travaille, il faut être payé pour s'occuper de sa famille. Mais je souhaiterais quand même qu'ils comprennent, et ils le savent parce qu'ils sont fonctionnaires, nombreux perçoivent déjà leurs émoluments à la fin du mois et ils savent qu'en République gabonaise, les salaires se calculent avant le 8 de chaque mois pour être payés au 25. Donc, étant entendu que les accords entre eux et le gouvernement ont été signés après le 8, il n'était pas évident qu'ils perçoivent leur salaire à la fin du mois de janvier. C'est pour cela que ça a été reporté à la fin du mois de février. Donc je pense qu'ils devraient comprendre ça. Et donc ils doivent reprendre les cours normalement? Je pense qu'ils doivent reprendre les cours. Pourquoi? Parce que, vous savez, en matière syndicale, lorsqu'il y a négociation, il y a suspension de mouvement. Automatiquement. Il faudrait lire la 18/92 pour comprendre cela. C'est cette loi qui encadre la pratique syndicale au Gabon. Il faudrait, premièrement, pour entrer en grève, parce que la grève, c'est le dernier recours lorsqu'il y a une crise. Il faudrait, premièrement, émettre un préavis de grève. On dépose ce préavis auprès des autorités et la grève, c'est sous huitaine si les autorités ne réagissent pas. Et ce que moi je constate aujourd'hui, c'est que premièrement, je vais avouer mon ignorance dessus. Je ne sais pas si les collègues ont déposé un préavis de grève. Très bien. Mais si tant est qu'ils ont déposé un préavis de grève, il y a eu négociation. Et dès qu'il y a début de négociation, la loi gabonaise interdit la poursuite des mouvements. Donc, à partir du début des négociations, le mouvement devait être suspendu. Et donc, les enseignants sont en porte-à-faux? Je pense que, selon la loi gabonaise, les enseignants sont en porte-à-faux. On va préciser que vous le dites aussi en tant que syndicaliste.
Oui, je le dis en tant que syndicaliste, c'est une autorité publique. Je suis le président du SNEC UOB. Et j'ai une expérience syndicale qui m'emmène effectivement à penser que maintenir le mouvement pendant qu'on est en négociation avec l'employeur est une faute grave. C'est une atteinte à la loi 18/92. Mais pourquoi, d'après vous, les enseignants maintiennent en fait leur position? Est-ce que, certains disent que ce qui a été annoncé par le gouvernement n'est pas assez, ils ont attendu depuis plusieurs années, qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ce qui a été annoncé va être fait? Pour vous, est-ce que c'est une raison suffisante de se maintenir malgré le fait qu'ils sont en porte-à-faux? Je pense que, je le disais tantôt, un syndicaliste est un partenaire social. Très bien. J'aurais maintenu leur position si on était encore au 30 août 2023. Au 29 août 2023, je veux dire. Parce qu'effectivement, c'est une attitude que nous avions tous avant le 30 août. Et aujourd'hui, la situation elle est différente. Je pense que la situation est différente. Je pense qu'en face de nous, nous avons des autorités qui ont de l'oreille, qui ont une écoute attentive, qui aussi, depuis 2 ans, travaillent à l'amélioration de ces conditions. J'ai envie de dire que en tant que responsable syndical, j'essaie de comparer les 14 ans passés et les 2 dernières années. Je pense qu'il y a eu une différence énorme. Il y a une évolution. Il y a une évolution considérable qui m'amène à croire en ces autorités, non pas en ce qu'ils vont régler immédiatement tous les problèmes, mais je crois en ces autorités, en ces nouvelles autorités, dans ce sens qu'elles peuvent régler progressivement nos problèmes. À quel niveau se situe l'évolution? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Bien, le premier exemple qui est connu de tous, c'est que on avait gelé les situations administratives sans aucune raison valable. En 2015, c'était prévu pour 2 ans. C'était 2015-2017. Et puis finalement, ils ont reporté pour 3 ans, 2018. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au 29 août 2023 avec ces situations gelées, premièrement. Deuxièmement, effectivement, je comprends les collègues parce que les autorités nous avaient habitués à ne pas tenir leurs promesses. Je pense que c'est de là que vient la position radicale des collègues. Mais je souhaiterais les conseiller, je souhaiterais quand même leur demander de faire confiance en ces nouvelles autorités. Premièrement, le président de la République a été plébiscité, il n'a même pas été élu, il a été plébiscité à 94,85%. Je pense que dans un coin de sa tête, il sait qu'il doit faire beaucoup plus dans le social pour satisfaire la majorité des Gabonais, sinon tous les Gabonais. Et je comprends aussi que non seulement les 14 ans d'ancien régime ont plombé le pays, et que lorsqu'il arrive, il ne peut pas régler en 2 ans les problèmes laissés par un régime en 14 ans. En tant que responsable syndical, je le comprends. Et je souhaiterais que les collègues le comprennent aussi. C'est d'autant plus que, actuellement, une commission tripartite est mise en place. Mais il se dit que les commissions ont été mises en place dans le passé et peut-être dans un passé récent également, mais il n'y a pas eu forcément de suite. C'est pour cela que je souhaiterais accorder le bénéfice du doute au président de la République parce que dès son arrivée, il a montré au monde syndical sa volonté de régler les problèmes. Donc, en 2 ans, il a fait tout ce que vous avez énuméré, mais c'est quelqu'un qui a été élu pour 7 ans. Moi, j'ai envie de lui faire confiance, et comme il le dit, vous m'avez élu pour 7 ans, vous allez me juger
en 2032. Donc, si en 2032, il n'a pas réglé ne serait-ce que la moitié de tous ces problèmes, bien évidemment, on le sanctionne. Ah oui, d'accord. Alors, donc, pour vous, vous êtes d'accord avec les gens qui disent que cette attitude des enseignants emmène à sacrifier l'avenir des élèves parce que ces élèves ont des droits et ils doivent être enseignés. Et en continuant cette grève-là, les enseignants, sacrifient ces élèves et ils doivent mettre de côté leurs droits à eux et considérer celui des enfants. Non, madame, il ne s'agit pas de mettre de côté leurs droits. Ça, ce n'est pas un syndicaliste comme moi qui vous le dirait. D'accord. Donc, les enseignants... Il s'agirait de patienter ici, encore. Voilà, il s'agit de faire confiance à un homme qui vous a promis de régler vos problèmes, un homme qui n'est pas celui qu'on a connu les 14 dernières années. D'accord. Un homme que vous avez plébiscité, voyez-vous. Donc, moi, à la place des collègues de SOS Éducation, je souhaiterais, je patienterai déjà jusqu'au 28 février pour voir s'il y a effet solde. Je pense que le gouvernement a promis la fin du mois de février pour que cet effet solde soit effectif, pour me répéter. Alors donc, nous avons encore 4 semaines à patienter. Regardez si le gouvernement n'a pas tenu sa promesse au 28 août, au 28 février. Mais si ce n'est pas le cas, mais on dit aussi le mouvement. Et pour vous, est-ce que ces 4000 situations qui doivent être régularisées, c'est possible qu'elles soient régularisées d'ici le 28 février? Non mais, madame, si le gouvernement, moi je ne suis pas membre du gouvernement, mais si le gouvernement a promis que les 4000 situations vont être régularisées en fin février, mais on attend fin février. D'accord. À ce moment-là, si en fin février, rien n'est fait, on dit aussi le mouvement. C'est leur droit. C'est leur droit. C'est-à-dire que le gouvernement, qui est responsable, ne doit pas donner de date s'il n'est pas capable de réaliser ce qu'il promet à date échue. Voyez-vous? Donc, personnellement, en toute responsabilité, je conseillerais aux collègues d'accorder au gouvernement un bénéfice de doute jusqu'à la fin du mois de février. C'est à la fin du mois de février. Tout ce qui a été promis pour fin février, si ce n'est pas fait, eh bien, ils ont le droit. D'accord. Alors, pourquoi, d'après vous, ces situations-là ont tant mis du temps à être régularisées? Alors, vous dites que, oui, il y a eu un passé et nous sommes dans un présent. On doit accorder le bénéfice du doute aux nouvelles autorités. Mais sauf que le système, il est le même. Pourquoi ça bloque? On parle de l'éducation nationale qui ne jouerait pas bien son rôle. On ne sait pas si c'est ça. Est-ce que c'est au niveau de la fonction publique ou ailleurs? Où se situe réellement le problème? Une vidéo circule en ce moment sur Internet. On voit des jeunes enseignants qui se plaignent d'être toujours en situation de stage ou de bénévole parce que ils ne sont même pas encore en situation de pré-salaire. Ils vont au ministère, on les envoie au niveau de la SOD. À la SOD, on leur dit vos dossiers ne sont pas valides, mais pourtant le ministère a donc reçu leur dossier et a validé leur dossier et ils enseignent déjà. Donc, on ne comprend pas trop. Est-ce que c'est l'éducation nationale qui ne joue pas bien son rôle? Est-ce que c'est la fonction publique où se situe le problème? Où se situe réellement le problème? Le problème se situe au niveau des personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris que le 30 août 2023 est passé par là. Je le dis souvent, dans l'administration gabonaise, il existe encore des gens qui sont censés servir l'État, mais qui se trouvent encore au 29 août 2023. J'ai envie de dire que la mentalité n'a pas beaucoup changé pour certains. Ils n'ont pas compris. C'est un problème de mentalité, finalement. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de gestion de la chose publique. Vous comprenez? Dès lors qu'on comprendra qu'il y a eu un 30 août, qu'il y a eu une transition et que le pays doit décoller, on changerait de mentalité. Et je pense que j'avais dit sur
un de vos plateaux ici qu'il revient à ce moment à la première autorité de l'État, donc au président de la République, de sévir. Pourquoi? Parce que moi, au 30 août 2023, je m'étais préparé psychologiquement à une dictature militaire, une dictature juste pour restaurer la dignité humaine au Gabon. Mais après, le président a été magnanime, il n'a pas voulu conduire la transition sous la bannière de la dictature militaire. Mais il nous revient à nous aussi de comprendre que les choses ont changé et que nous-mêmes, nous devons changer. Vous savez, le paradoxe gabonais, c'est que nous voulons tous que ça change, mais nous ne voulons pas changer. Personne n'est prêt au changement. Mais qui doit sévir, qui doit regarder où ça marche et pour pouvoir donc régler la situation? Madame, je pense que le président de la République est chef du gouvernement. Il est chef du gouvernement. Il lui revient à lui. Il n'a plus de gilet pare-balles. Dans l'ancien régime, le Premier ministre était un gilet pare-balles. Actuellement, il répond lui-même de sa politique. Donc, il lui revient à lui de sévir. Si à la fonction publique, ça ne marche pas, mais le président de la République prend ses responsabilités. Mais il n'a peut-être pas l'information de savoir que peut-être au niveau de la solde, il y en a qui bloquent les dossiers de certaines personnes, qui les maintient en situation irrégulière administrativement. D'où, justement, le mouvement de SOS Éducation. Vous comprenez? En fait, je pense que, de façon subliminale, le mouvement SOS Éducation voudrait interpeller le président de la République pour qu'il s'attaque au mal là où il se trouve. Mais donc, c'est tout légitime qu'il demande une audience au président de la République aussi. C'est légitime parce qu'effectivement, le président de la République est chef du gouvernement. Mais seulement, attention, le président de la République étant chef du gouvernement, il n'est pas censé recevoir tous ceux qui veulent le rencontrer parce que ses ministres parlent pour lui. Essayer de disqualifier les ministres ici pour aller voir le président de la République revient à désavouer justement le président de la République lui-même. Parce que les ministres sont les porte-voix du président de la République. Mais si ces ministres-là, bon, on assiste, comme vous le voyez, à une sorte de bras de fer. Voilà, les enseignants disent quelque chose, les autorités disent autre chose. OK, on accorde, comme vous dites, tout le bénéfice aux autorités, mais si ces autorités-là ne veulent pas peut-être mettre le doigt où ça ne marche pas, on parle aujourd'hui de la régularisation de 4000 dossiers, mais qu'en est-il des autres? Pourquoi est-ce que ces dossiers-là n'ont pas été régularisés jusqu'aujourd'hui? Il a fallu une grève et on se rend compte que les revendications sont comme le baromètre des actions des gouvernants. Il faut que les gens crient, tapent du poing sur la table pour qu'on puisse prendre certaines mesures, mais pourquoi ne pas regarder au fond des choses et régler ce qu'il y a à régler pour qu'il y ait une sorte de fluidité également? Oui, madame. Je pense que le régime a changé. Il y a une nouvelle méthode de travailler. Je parlais d'une commission tripartite tout à l'heure, entre l'éducation nationale, la fonction publique et le budget. Au niveau de l'enseignement supérieur, une commission tripartite est annoncée. Je pense qu'elle sera mise en place demain. Et ce sera le cas dans toutes les administrations. Et ces commissions-là vont pouvoir regarder dans le fond des choses et faire accélérer le processus de traitement des dossiers à la fonction publique. Mais j'ai envie de dire ici que le président de la République a tenu à ce que la décentralisation soit effective. Et je pense que et la décentralisation et la digitalisation de l'administration publique, ces deux éléments vont participer de l'amélioration des conditions au niveau de notre administration. J'ai envie de faire confiance à ces deux mesures et je continue de dire qu'il nous revient. C'est vrai que on a peur justement des fausses promesses parce que nous n'avons vécu que ça. Vous comprenez? On a peur des fausses promesses parce que nous n'avons vécu que ça. Mais lorsque quelqu'un arrive en 2 ans, il régularise plus de situations que le régime sortant en 14 ans
je pense qu'on doit lui faire confiance. Il y en a d'autres qui te posent la question de savoir, et cette question de pré-salaire, est-ce qu'on peut nous expliquer, est-ce que c'est légal, est-ce que enfin, où est-ce que ça sort, est-ce que c'est normal que les gens puissent passer des années en pré-salaire, est-ce que c'est une situation normale? Non, passer des années en pré-salaire n'est pas une situation normale. Le pré-salaire est une solution ponctuelle. Normalement, le pré-salaire ne doit pas dépasser 5 mois. D'accord. On a instauré le pré-salaire pour que l'agent public ne soit pas en difficulté pendant le traitement de son dossier. Et bien évidemment, lorsque on vous calcule votre rappel, parce que le pré-salaire, c'est une avance sur solde qu'on vous fait. Donc, lorsqu'on vous calcule votre rappel, après l'intégration, nécessairement, on déduit tout ce que vous avez perçu en pré-salaire. Donc, c'est quelque chose de légal, mais sa durée dans le temps n'est pas légale. Voilà. Donc, je comprends très bien les collègues qui disent qu'ils ne peuvent pas rester éternellement en pré-salaire, mais rester éternellement en pré-salaire, c'est aussi un témoignage du dysfonctionnement de notre administration. Très bien. Il y a Geoffroy Ando qui dit la récupération a commencé avec les syndicalistes opportunistes. Certains parlent donc d'instrumentalisation également de la formation SOS Éducation. Est-ce que vous êtes d'accord? De ceux qui pourraient utiliser cette plateforme-là pour leur intérêt personnel. Oui, je pense que si le mouvement SOS Éducation est né dans la logique noble de défendre les intérêts de la corporation, oui, je pense qu'à un moment donné, il a été infesté de ceux qui ont des relents politiques pour l'instrumentaliser. C'est même ce qui, je pense, amène à la radicalisation du mouvement. Et je pense aussi que, vous savez, le pouvoir, c'est la puissance publique, c'est le renseignement. Et je pense qu'actuellement, les autorités ou les plus hautes autorités savent que le mouvement a été perverti par des ambitions politiques de certains. Donc nous sommes arrivés au terme de ces échanges. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, je pense que je n'ai fait que le répéter tout au long de notre entretien. Je voudrais appeler à la responsabilité des uns et des autres. D'accord. Que les collègues comprennent que les autorités sont nouvellement mises en place. Le ministre du Budget est un nouveau ministre du Budget. Le ministre de la Fonction publique est un nouveau ministre de la Fonction publique. C'est vrai que le ministre de l'Éducation nationale a pratiquement son titre foncier là. Oui, je l'assume, c'est ce que je dis. Mais bon, elle est au fait des problèmes. Elle sait quels sont les problèmes des enseignants. Mais je pense qu'en dehors du ministre de l'Éducation nationale, il faudrait faire confiance au ministre de la Fonction publique qui s'imprègne des dossiers et qui a une vision actuellement. Le ministre du Budget aussi. Mais les collègues devraient être responsables face à la nation, être responsables face à la jeunesse gabonaise. Et voilà quoi. Et les autorités aussi devraient comprendre qu'on ne travaille pas sans salaire. Vous savez, au niveau du BIT, au niveau de l'EIT, le bénévolat n'est pas une option. Mais il faut le dire, hein, parce qu'il y en a qui passent des années en tant que bénévole. C'est quand même incroyable. Le bénévolat n'est pas une option. Nous, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, nous connaissons les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, tout de suite, lorsque je quitte ce plateau, je dois tenir une conférence de presse, effectivement, pour alerter les autorités dans le même sens. Voilà, merci donc Monsieur Mathurin Ovono-Ebé, enseignant-chercheur à l'UOB, donc l'Université Omar Bongo, syndicaliste du SNEC, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame, et je remercie Gabon 24 de m'avoir invité.